Tu veux agir, agis à ton échelle déjà. Il faut vraiment du cran, de défoncer des portes et d'entrer, de dire ce que tu as à dire. En gros, les jeunes ne sont pas employables à Madagascar. Ils sont pas outillés pour. Nous, dans notre génération, je pense déjà qu'on est une génération de jeunes qui se réveillent enfin et qui essaient vraiment d'agir dans énormément de domaines. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Stéphanie. Comment tu vas Stéphanie? Ça va très bien, un peu fatiguée mais ça va. Je t'appelle Stéphanie, qu'est-ce que tu préfères? Stéphanie, Steph, c'est bien? Tout va bien, ouais. Ok, nickel. Bah écoute, merci déjà d'être venu, parce que je sais que tu viens de Paris. Là tu étudies à Paris en ce moment. Et vraiment merci d'avoir fait le déplacement du coup. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs et pour ceux qui nous regardent également, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Stéphanie Racoupeming. J'ai 23 ans. Je suis étudiante sur Paris. Je suis arrivée en France il y a 2 ans et demi et j'ai passé toute mon enfance à Madagascar et une grosse partie de mon adolescence et de ma vie d'adulte aussi, je pense. Après l'obtention de mon bac, je suis restée à Madagascar. J'ai intégré l'IEP de Madagascar, l'Institut d'études politiques de Madagascar. Puis après, j'ai eu l'opportunité de faire un programme d'échange international au sein de Sciences Po Paris. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France. C'était pas vraiment dans le programme, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai intégré l'école d'affaires publiques de Sciences Po avec un master politique publique. Et je détestais ça. Je détestais ça. Je pensais continuer à Sciences Po, essayer de voir si je pouvais avoir des bourses par exemple pour pouvoir rester parce que c'est extrêmement cher, ou alors faire une alternance, mais c'était pas possible pour moi de continuer dans cette formation-là, dans cette voie-là. Donc je me suis plutôt réorientée dans une autre branche de la science politique, du coup le développement et les actions humanitaires. Et j'ai fini mon année d'échange à Sciences Po et j'ai intégré Panthéon-Sorbonne par la suite pour finir mon master. Et actuellement, je suis en stage pour valider ma 2e année de développement et action humanitaire à Panthéon-Sorbonne. Voilà. Ok, trop bien, merci. Pour revenir un petit peu dans ton parcours, tu as choisi un peu une filière politique, je dirais, entre guillemets, parce que c'est dans le nom du coup de l'école. D'où t'es venu ce choix du coup? Alors, il y a beaucoup d'amalgames sur sur la science politique en général. La science politique, ce n'est pas politique. La science politique, c'est la science de la société. C'est vraiment apprendre comment gérer une cité dans tous ses aspects, dans toutes ses unicités, dans toutes ses complexités. Et c'est peut-être ce côté pluridisciplinaire qui m'a beaucoup attirée parce que je savais vraiment pas quoi faire après mon bac. Je pensais faire de la comptabilité alors que je déteste les chiffres. Je pensais faire médecine alors que je déteste la science. Donc il y avait déjà un gros problème d'incohérence dans les choix de formation et les métiers que je voulais faire. Donc j'ai vraiment essayé de chercher quelque chose de très pluridisciplinaire qui touchait un peu à tout. J'ai fait sciences politiques, j'ai fait je suis allée à l'IEP de Madagascar et j'ai fait de la science politique où j'ai pu voir vraiment un large... j'ai eu énormément de choix. J'ai fait de la sociologie, j'ai fait du marketing, j'ai fait du droit, j'ai fait de la communication, du management. On faisait de tout en sciences politiques. Il y a un côté très théorique qui peut faire peur, mais il y a aussi vraiment ce côté très pluridisciplinaire. Je me répète, mais j'insiste vraiment sur ça parce que pour ceux ou celles déjà qui ne savent pas quoi faire, je trouve que c'est
c'est une filière qui répond un petit peu à nos questions, parce que par exemple, j'ai fait de l'économie aussi. Et ça te permet vraiment de te réorienter vers plein d'autres choses après. Et après, si tu veux aborder le côté politique, moi j'ai vécu à Madagascar. On est confronté à des situations qui parfois te révoltent. Et quand ça te révolte, cette situation devient politique. C'est limite automatique, parce que on se dit, mais qu'est-ce que fait le gouvernement? Enfin, on attend vraiment une action du gouvernement. Donc, quand toi, tu as déjà cette réflexion-là d'attendre quelque chose du gouvernement, je trouve que c'est déjà politique. Et c'est peut-être même de là d'où vient mon attrait pour la vie associative. Parce que c'est là, je pense qu'à notre niveau, on peut agir tout autant que le gouvernement. C'est juste mon avis. Non, je pense que plein de gens ne le partagent pas, mais c'est mon avis. C'est tu veux agir, agis à ton échelle déjà pour commencer. Voilà. Et du coup, quand tu étais à Madagascar, t'agissais? Comment tu agissais à ton échelle du coup? Ce que je faisais généralement... Alors, agir, c'est un grand mot, parce que déjà, c'était compliqué d'agir à Madagascar. Bien sûr. Il faut avoir les il y avait des beaucoup moyens. de risques. Non, Ouais. c'est surtout les risques, parce que si tu osais parler, par exemple, je sais pas si je risque quoi que ce soit en disant ça là, mais par exemple, si tu osais parler, si tu osais donner ton avis, il y avait de grandes chances que ça tourne mal et que tu aies des problèmes après. Donc c'est vrai qu'on se restreignait beaucoup. Est-ce qu'il y a une forme de censure? Oui, c'est totalement ça. On est totalement censuré là-bas. Et même dans le cadre associatif, on était très limité dans nos actions. Il y avait par exemple des actions qui étaient déjà menées par un tel ou un tel ministère, et que nous, on ne pouvait plus du coup agir dedans. Ça, c'est vraiment un sujet à part, mais c'était surtout par rapport à ça, c'est que même si on voulait agir, on était très... on était bloqués, on avait beaucoup d'hésitation aussi, parce que pour le coup, tu peux pas agir seul. Si moi, du jour au lendemain, je me disais je vais parler sur les réseaux sociaux par exemple pour dénoncer telle ou telle chose, pour essayer d'apporter mon avis sur telle ou telle chose, je risque beaucoup plus de me faire harceler, ou de me faire de subir des attaques personnelles. Donc il fallait mobiliser. C'était plutôt, du coup, c'est pour ça que je redirige peut-être le mot, c'est pas agir, mais vraiment mobiliser. C'est d'ailleurs pour ça que c'était beaucoup plus facile d'agir dans le cadre associatif, parce que tu mobilises des gens qui sont en accord avec la cause que tu soutiens, qui sont en accord avec les idées que tu aimerais avancer. Donc il y avait un gros travail de mobilisation. Je pense que c'est ça, je sais pas si ça répond un petit peu à ta question totalement. ou pas, mais ça c'est vraiment en dehors du cadre académique. Après, à l'intérieur de par exemple dans le cadre de mes études, j'ai été dans beaucoup de clubs, par exemple dans le club de débat, et ça c'est déjà un très bon moyen de faire passer des messages. C'est peut-être un auditeur, c'est peut-être très peu de personnes qui t'écoutent, mais c'est des personnes qui vont parler à d'autres personnes, qui vont relayer les messages que tu as transmis. Donc c'est déjà une très bonne chose. C'est intéressant le club de débat. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Quels sont les sujets qui sont abordés? Est-ce que ça permet, selon vous, de faire avancer des choses? Le club de débat, je pense que c'est là où tout a commencé pour moi, parce que je suis quand même assez bavarde. Je sais pas si tu l'as ressenti depuis. C'est vraiment un endroit très j'ai pas le mot en français, très safe de s'exprimer. Parce que justement, dans un débat, les points de vue se valent. Donc t'as pas tort, tu n'as pas raison, il me suffit juste que tu saches bien argumenter ta position, ton point de vue. Donc
déjà pour moi ça c'est quelque chose de très libérateur de pouvoir m'exprimer sur quelque chose librement. Et pour le coup, tu peux avancer tous les arguments possibles, tu peux avoir énormément d'angles pour en parler. Euh, D'ailleurs, j'incite énormément de jeunes à intégrer des clubs de débat parce que c'est aussi un moyen d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à combattre la timidité. Je suis une fausse timide. Moi, en fait, quand on ne me connaît pas, je parle pas beaucoup, mais alors quand on me connaît, je suis un moulin à parole. Donc ça, c'est le club de débat qui m'a appris, qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Mhm. Les bienfaits aussi d'un club de débat, c'est on traite d'énormément de thématiques. Donc ça t'apprend à faire des recherches, ça t'apprend aussi à te positionner. Parce que généralement, aujourd'hui en tout cas, quand tu parles à quelqu'un, tu demandes une question, ou tu poses une question toute simple, la personne aura tendance à dire je ne sais pas. Mhm. Donc un club de débat, ça t'aide déjà à te positionner, à savoir prendre position. Mhm. Et je pense qu'en troisième lieu, euh, ça te permet de sortir de ta zone de confort parce que tu n'es pas... Parfois, tu ne tombes pas vraiment sur la position qui te va, enfin, qui Mhm. te convienne. Ah, parce que du coup, c'est pas toi qui choisis. Non, 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 pas du tout. Ok. Des fois c'est au hasard. Des fois, Ok. on te dit tu vas être pour au lieu d'être contre. Ok. Donc, pour des sujets vraiment touchy, Ouais. c'est vraiment un bel exercice. Enfin, un bel exercice. Mm. Mini pause. On dit une exercice ou un exercice? Un exercice. Ok, c'est c'est vraiment un bel exercice pour essayer vraiment de sortir de sa zone de confort, de ne pas tout le temps être dans une bulle de filtre Mhm. et de juste être face à ses idées, face à ses convictions, mais vraiment d'apprendre aussi à apprendre de l'autre, Mhm. à, comment dire, voilà. Non, mais c'est intéressant parce que ça te permet de structurer en fait tes arguments, Oui, de structurer aussi tes pensées. Comme tu disais, de se positionner, parce que c'est pas forcément évident oui, pour tout le monde. oui. Et c'est surtout aussi vraiment d'alimenter un peu tes réflexions. Parce que si tu penses que, par exemple, si je dis je suis sûre que c'est rouge, Mm. toi tu me dis que non, il y a quand même des nuances, il y a quand même il y a quand même des choses à prendre en compte, bah ça me permet déjà d'apprendre quelque chose, ça Mhm. me permet justement de nourrir mes réflexions. Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas très rouge quand même, il y a des reflets grenat, marron, machin. Mhm. Donc tu, Ok. tu, tu essaies vraiment de sortir de ta zone de confort pour essayer de comprendre l'autre et ne pas Mhm. te cantonner à ta propre réflexion, à ta propre vérité. En Ok, gros. non, c'est intéressant. Et du coup, tu parlais beaucoup d'associations, de vie associative. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les anciens projets que tu as pu lancer dans le cadre de l'école ou même en dehors? Oui, du coup, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Moi, j'ai lancé mon premier projet associatif dans le cadre d'un cours à la fac. Et c'était un flop. C'était un Ok. flop parce que euh, c'était un projet de cours et tu arrives à mobiliser tes camarades de classe un moment, mais puis après ça s'essouffle. La motivation, enfin en tout cas, c'est quand tu as fini t'as fini le cours après, bah, Hmm. Tu passes à tout autre le monde chose. passe à autre chose. Mhm. C'est pas forcément. Enfin, je dis que c'est un flop, mais c'était aussi une très belle chose parce qu'on a pu se recentrer par exemple et voir comment on peut développer Améliorer. l'idée, Ouais. comment on peut vraiment agir en dehors des cours. Donc avec quelques amis, on a essayé de repenser un petit peu le projet. Et on a créé notre association qui s'appelle Finden. Euh, et là, je crois que c'est là que le gros travail commence vraiment parce que tu veux créer une association. L'idée là, vraiment juste créer une association, mais comment? Mhm. Comment trouver l'idée? Comment, comment essayer de travailler ensemble? Enfin, il y a énormément de questions à se poser et je pensais pas que c'était aussi difficile parce que je Mhm. me suis dit,
Je pense que je peux créer une association, je peux aider telle ou telle personne et ce sera bon. Mais non, C'est pas si facile. c'est pas si facile parce que déjà, il faut vraiment cadrer tout ça. Il y a énormément de démarches administratives. Euh, et il faut aussi ça, il faut aussi que ça solutionne un problème. En tout cas, que ça ambitionne de solutionner un problème. Donc vraiment, ça c'est un gros travail de fond qui se fait sur plusieurs mois. Nous, on a eu l'idée de créer Fintan en juillet 2019 et ça s'est concrétisé qu'à partir de décembre 2019. Je suis vraiment désolée. Pas dans le bêtisier. Du coup, je disais, ça prenait vraiment beaucoup de temps, le travail de fond, parce qu'il y a plein de dossiers à faire. Donc, vraiment le côté administratif, rédiger un statut, le règlement intérieur, les PV et tout ça. Ça prenait du temps, mais aussi vraiment le dossier de projet en lui-même. Essayer vraiment il y a ce qu'on a, enfin, dans notre formation, par exemple, on essaie d'utiliser des outils de gestion de projet, par exemple, construire un arbre à problème, construire un cadre logique, tout ça. Et ça prend énormément de temps parce qu'il faut les données il faut faire énormément de recherche sur terrain. Et nous, on s'est vraiment compliqué la tâche. On a directement essayé de développer 4 axes d'intervention. On a développé 4 branches du coup. Une branche sociale, une branche environnementale, une branche pour l'amélioration pour l'autonomisation de la femme et une branche entrepreneuriale. Donc déjà, une seule branche, en soi, c'était très compliqué. Mais alors 4 branches, je sais pas qu'est-ce qu'on a eu dans la tête, mais on s'est dit que ça allait être possible parce qu'on était 5 personnes. On s'est dit, une personne par branche, c'est faisable. Mais non, en fait, c'est ça. Surtout qu'il n'y avait rien à voir entre chaque branche. Exactement, oui. Mais l'idée de base, c'était vraiment que chacun de nous puisse s'épanouir dans l'association et que la cause de l'association pouvait parler à chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça qu'on a tous un petit peu proposé des axes, des branches d'activités. Parce que c'est intéressant parce que là on voit que vous êtes 5 mais vous n'avez pas tous les mêmes principes entre guillemets, donc les mêmes choses à défendre. Exactement. Et c'est là qui est compliqué, c'est d'être en accord tous sur la même... Du coup, je pense que c'est déjà une belle leçon qu'on a apprise parce que créer une association, c'est très bien, c'est louable. Et je pense que ce genre d'initiative devrait être très courante. Mais il faut vraiment savoir se recentrer sur une idée précise. Ne pas s'éparpiller, ne pas être... je dirais pas ne pas être trop ambitieux, mais vraiment aussi être réaliste. Réaliste par rapport aux ressources humaines, réaliste par rapport aux ressources financières, réaliste par rapport à la réalité du pays où on veut agir. Parce que là, si je compare un petit peu, même si c'est différent, mais quand tu crées une entreprise, tu as aussi cette idée d'avoir une idée fixe. Est-ce qu'on peut faire la comparaison entre le fait de créer une association où on a une idée et on veut la promouvoir, on veut la lancer, on veut la concrétiser, et de créer une entreprise? Je pense que c'est pas totalement 2 choses différentes. Juste qu'après, c'est pas les mêmes visées. Par exemple, on recherche pas de profit en tant qu'association, mais c'est tout à fait pareil. Au niveau de la gestion, je parle de l'organisation, exactement, c'est tout à fait pareil. Même en association, on doit faire aussi des benchmarking pour voir comment ça se passe ailleurs. C'est tout à fait pareil, oui. Il faut vraiment les mêmes outils, les mêmes réflexions aussi, j'ai envie de dire, se poser les bonnes questions. Et ça, je pense que ça soit la création d'une entreprise ou la création d'une association, on aura énormément de questions à se poser au début, mais c'est interminable. Et je pense qu'on peut se dire qu'on se rapproche du but
à partir du moment où on n'a vraiment qu'une seule question à se poser. Ouais, c'est Parce ça. qu'au début, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire, pourquoi. Enfin, Mm, c'est très compliqué. Et puis après, quand ça commence à s'affiner un petit peu plus mm, mm, et qu'on voit un petit peu le bout du tunnel, je pense que là, c'est déjà pas mal. ouais. Et du coup, derrière, comment t'as rebondi? Est-ce que t'as participé avec d'autres associations? Est-ce que t'as recréé une association? Comment t'as réagi après? Alors, après une fille, alors, Mm, je parle des difficultés du début et mm, vraiment les mm, difficultés rencontrées, mais après, on a quand même su, s'organiser ouais, au fur et à mesure. ok. On a pu faire énormément de choses, on a pu recruter d'autres membres. Mm, mm, Euh, on a fait pas mal de choses depuis 2019 jusqu'en 2021. mm, mm. Mais après, à côté, j'ai été aussi bénévole dans d'autres associations. Par exemple, Money for Change, où j'ai vraiment pu beaucoup apprendre du monde du volontariat, ce que ça impliquait, pourquoi c'est nécessaire dans notre société actuellement. Et je suis partie en France. Et je pensais pouvoir présider mon association depuis la France, mais c'était impossible. C'était impossible parce que c'est pas. J'ai pas eu le même rythme ici qu'à Madagascar. À Madagascar, je pense que j'avais beaucoup plus de temps. Euh, je pensais que j'avais pas beaucoup de temps là-bas, mais en fait, en arrivant ici, j'avais pas idée à quel point j'étais libre là-bas. Mm, mm. Je pouvais plus gérer mon association, donc j'ai délégué. Et puis après, les autres membres aussi. Enfin, je trouve que s'il n'y a pas de fil directeur, et je pense que deuxième leçon apprise, c'est que on n'a pas vraiment eu de fil directeur, on n'a vraiment pas pensé à long terme. On faisait surtout des actions assez... comment on appelle ça Enfin, c'est à court terme, c'est Mm, vraiment mm. des actions. C'est des mini-projets Oui, c'est des mini-projets qui mm, répondent à mm. des besoins Sur le moment. sur le moment. Ouais. Mm, Voilà. Je pense surtout que c'était à cause de la crise sanitaire. Après, avant la crise sanitaire, on avait des projets, on avait énormément de choses en tête. Puis après, il y a eu la crise sanitaire, ça s'est essoufflé, on a dû repenser à plein d'autres choses. Comment on fait pour garder notre présence sur les réseaux? Comment développer nos réseaux? On a dû penser à des problématiques qui ne nous traversaient pas du tout l'esprit. Donc c'est surtout après ça, je pense qu'on a vraiment perdu le fil. Et c'est pour ça que ça n'a... Je pense jusque-là, c'est pour ça qu'on n'a pas pu continuer les activités. Puis par la suite, j'avais vraiment pas le projet de créer une association, de rejoindre une autre association parce que je n'avais tout simplement plus le temps. mm, Mais quand j'ai intégré Sciences Po, j'ai rencontré une copine, une amie qui m'a du coup parlé de son projet de créer quelque chose, créer un projet, une association. C'était encore très vague. J'étais juste. Enfin, je l'encourageais, je lui disais oui, oui, c'est une très bonne initiative, mais on n'avait pas encore, justement, comme j'ai dit au début, on n'avait pas d'idée précise de ce qu'on voulait faire. mm, mm. Donc, quand elle m'en a parlé, j'ai dit oui sur le coup, mais c'était vraiment encore à voir. Mm, mm. Puis après, elle est revenue vers moi, elle m'a expliqué que justement, elle voulait faire quelque chose pour les jeunes, pour les aider par rapport à leur orientation, par rapport aussi à leur accompagnement académique et professionnel. Et là, ça me parlait énormément parce que, comme je t'ai raconté au tout début, après l'obtention de mon bac, je savais vraiment pas quoi faire. En tout cas, à Madagascar, je pense que, enfin, j'estime que j'ai eu la chance d'être dans une école qui avait vraiment un programme d'orientation pour après l'obtention de ton bac. Mhm. Mais pourtant, avec ça, j'étais vraiment encore dans le flou. Euh, donc vraiment la recherche de formation, la recherche d'école, c'était très compliqué. Mhm. Et Parce que tu penses qu'il y a un manque d'information, du il y coup, a totalement par manque rapport aux d'information, formations. il n'y a aucune orientation pour les lycéens, je pense. Mhm. En tout cas, dans le public, je trouve que c'est complètement inexistant, Mhm. si je peux me permettre. Non, mais t'as raison, mais il y en a beaucoup Oui. d'étudiants que je connais qui, effectivement, ils arrivent ici avec une formation, entre guillemets, qu'ils visent, mais c'est par défaut. C'est-à-dire, ils l'ont pas vraiment Oui. choisi. Il fallait en choisir une.
et ils estiment aussi qu'effectivement, ils découvrent plein de formations de BTS, de DUT qu'ils découvrent ici. Et ça encore, c'est un problème. Après l'obtention de ton bac, ou Ok. même vraiment de réorientation après Ouais. 3 années de licence. Mhm. Mais c'est surtout avant l'obtention de ton bac, quand tu es encore au lycée, quand tu es en seconde, il n'y a aucun suivi, il n'y a aucun accompagnement. Donc après, tu te retrouves à être dans une série qui ne te convient pas, dans un... Je sais pas, du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme série dans le programme malgache, mais c'est vraiment cette... Il y a un gros décalage en fait après. Tu te retrouves avec un bac scientifique, mais après, tu t'aspires même pas à faire un Mhm. métier scientifique. Donc Ok. c'est vraiment parti à partir de ce genre de réflexion qu'on a pensé à Titanour, qui est Mhm. du coup l'association qu'on a co-créée. C'est Tanour, mais avec 2 T, du coup Titanour. Voilà. Hmm. Euh, Sympa, d'où vient ce nom ça vient d'où cette petite subtilité? je sais même plus. Pour C'est être pas une honnête faute de avec frappe toi, non, 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 c'était réfléchi, mais on a dit qu'on allait mettre notre petite touche, qu'on essaie Ok. vraiment d'apporter quelque chose Sympa. voilà. Mhm. Donc, Titanour est né. Mhm. Et là, comme j'ai dit au début, c'était un gros travail de fond. Pourquoi ce projet? Parce que si ça ne touche pas personnellement, ça ne servait à rien de le créer, d'investir de l'énergie, du temps, pardon, de l'argent dedans. Donc, moi, par exemple, ce que j'ai pu constater, c'est que quand je suis arrivée en France, je recevais énormément de messages de jeunes à Madagascar qui me demandaient comment je vais pour aller en France, comment j'ai fait pour choisir mon école, comment j'ai fait pour choisir ma formation, ou alors comment faire pour intégrer EP Madagascar, comment faire pour rédiger une lettre de motivation, Mhm. comment j'ai fait pour pouvoir aller à Sciences Po Paris qui est très sélectif. Enfin, il y avait énormément de questions et je me rendais même pas compte en fait de toutes ces questions-là. Je répondais juste de façon très mécanique. Oui, en fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'avais pas conscience du problème. Et puis après, quand au fur et à mesure on discutait, on a vraiment compris qu'il y a un problème parce que pourquoi c'est à nous que ces jeunes-là s'adressent? Pourquoi ils ne tapent pas sur Internet et pourquoi ils ne tombent pas sur, par exemple, un site dédié ou une plateforme dédiée pour leur expliquer ça? Et même, pourquoi il n'y a pas de structure justement qui répondent à ces questions-là? Donc c'est vraiment parti de ce genre de réflexion et il en faut pas beaucoup hein, pour essayer d'initier un projet. Il en faut vraiment pas beaucoup, il faut juste vraiment les bonnes réflexions, que ça te parle et que c'est quelque chose que tu as vécu. Et je l'ai vécu, j'ai eu du mal à trouver ma formation jusqu'à aujourd'hui. Je vais refaire un deuxième master parce que je veux être sûre de ce que j'ai envie de faire après mes études. C'est une question très, très, très courante pour les Mhm. jeunes. Donc, tout ce qui concerne vraiment l'orientation académique, l'orientation professionnelle. Mhm. Donc, l'idée était là, le concept était là. Comment on va faire? Comment on va Mhm. faire pour concrétiser tout ça? On essaie vraiment de voir les domaines précis où on voulait agir Mhm. et comment on pouvait agir. Donc, l'orientation des jeunes post-bac, donc avant l'obtention de leur bac, comment on va faire pour les aider. Donc, on a développé un programme orientation. Du coup, ce sera un gros travail de terrain. On essaie vraiment encore de cibler quelle école, Mhm. vraiment, c'est tout un chantier encore. Je Mhm. ne pourrais même pas t'expliquer, c'est vraiment un gros Parce chantier. qu'en plus, vous êtes à distance. Je vais y venir. Ok, c'est encore une barrière. Puis, on a développé, là je te parle vraiment du travail du travail préliminaire que moi et mon Mhm. ami Tine, Mhm. ce qu'on a fait à deux. Au, Mhm. au tout début, c'était l'année dernière, en décembre. Ok. Donc, on a développé un deuxième programme, du coup, qui serait plutôt un accompagnement personnalisé des jeunes. Donc, peu importe si c'est... Enfin, c'est pas peu importe, mais c'est surtout destiné à ceux qui ont déjà obtenu leur bac. D'accord. Donc, un accompagnement académique et professionnel à travers des programmes de mentoring.
Ok. Aussi un gros chantier parce que là, on voit avec nos chefs de projet comment on fait pour concrétiser tout ça. Mais ce sont vraiment les deux gros chantiers sur lesquels on travaille en ce moment. Et comme tu peux le voir, on y a pensé en décembre, mais on est en août aujourd'hui. Mhm. Donc ça, c'est un gros travail sur plusieurs mois, Mhm. voire plusieurs années. On collecte énormément de données, on essaie vraiment de voir en fait si justement il y a un problème ou pas. Parce que pour qui on se prend si on va vers les gens pour leur dire qu'il y a un problème, on a la solution, alors que c'est peut-être pas un problème pour eux. Donc ça c'est vraiment très simpliste comme parole, mais il faut vraiment avoir les bonnes données, il faut vraiment pas se hâter. Précis, quoi. Parce que pour Fintana par exemple, on s'est hâté à agir le plus rapidement possible. On n'avait aucune donnée, on a juste agi sur le tas. Mais là, on prend vraiment le temps d'analyser la situation, de vraiment faire un état des lieux complet et aussi d'avoir une équipe sur place. Donc là, après avoir essayé de penser tout ça, on s'est dit, bon, on a une idée de base. Qu'est-ce qu'on fait après ? On peut pas aller à Madagascar, ça coûte 2 000 € le billet. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc on s'est dit on va lancer une campagne de recrutement pour essayer d'avoir grand max 4 personnes sur place pour piloter le projet sur place. Ok. Et ça, c'est une vraie question pour moi, personnellement, mais je pense que ça peut répondre à d'autres questions. Mais le recrutement pour une association, comment ça marche ? Comment vous attirez les gens, entre guillemets, à participer à des... Parce que c'est du temps pour piloter un projet. Oui. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit au début, mais pour tout ce qui est vraiment création d'association, je n'ai pas eu de formation. C'était vraiment... Je me suis auto-formée. Je me suis renseignée sur Internet. Par exemple, ce qui concerne la communication en ONG, je me suis renseignée sur Internet. J'ai regardé ce que les autres ONG faisaient. Sur ce qui est développer des programmes, par exemple, dans une association. C'était vraiment... un autodidacte, quoi. C'était vraiment, comme je te disais, il n'en faut pas beaucoup, il faut juste que le sujet te parle. Et hop, tu essaies vraiment d'agir par rapport à ça. Donc, je n'ai pas eu de formation par rapport à ça. Et encore moins en RH. Donc, les recrutements... J'ai tellement d'anecdotes dessus que je vais m'y mettre. Du coup, on s'est dit qu'on avait besoin d'une équipe opérationnelle à Madagascar. Donc il faut qu'on lance une campagne de recrutement. Moi, parce que pour finir, on a déjà lancé, je crois, 2-3 campagnes de recrutement. On a eu très peu de candidatures. Je crois qu'on a vraiment une dizaine de candidatures. Et encore, il fallait vraiment trier pour voir si les personnes pouvaient vraiment assurer le poste ou pas. Donc pour Titano, je me suis dit que ça allait être la même chose que qu'on va avoir quelques candidatures, que peut-être 4 personnes, c'est peut-être un petit peu trop ambitieux. Mais on s'est dit que vas-y, il faut, donc on va le faire. On essaie de parler en même temps avec des connaissances à nous pour voir si ça les intéressait pas. Mais voilà, on a lancé la campagne de recrutement. On a rédigé les fiches de poste. On a essayé de faire les visuels. On a essayé vraiment de faire tout comme il faut. Et puis, on s'est dit, bon, go, on a envoyé. En quelques jours, on a eu une dizaine de candidatures. On a pensé à faire la campagne de recrutement sur un mois. En une semaine, on a eu déjà une dizaine de candidatures, très inattendues. Moi, j'avais juste un document Excel pour essayer de voir, pour essayer de suivre l'arrivée de nouvelles candidatures. Puis, la deuxième semaine, je vois qu'on a déjà une 30aine de candidatures. Donc là, je me dis, attends, il y a un bug. Est-ce qu'ils ont compris que c'était vraiment du bénévolat ou pas ? Parce que là, déjà, il y a un problème. Quand les gens voient recrutement, ils disent, un emploi. Donc moi j'avais vraiment peur par rapport à ça, mais on a vraiment bien mis par exemple responsable communication bénévole,
dans les fiches de poste, c'était très bien détaillé, il n'y a pas de rémunération. Donc c'était pas ça le souci, je pense. Mais là, on voit, il y a beaucoup de candidatures, Et ça, c'était un problème qu'on n'avait pas prévu d'avoir. On voulait 4 personnes, on a une trentaine de candidatures. Qu'est-ce qu'on fait? Comment trier ça? Oui, on n'avait vraiment pas prévu même d'entretien individuel ou quoi que ce soit, mais on s'est dit 4 personnes motivées. On leur transmet vraiment notre motivation, notre bonne humeur et ça ira. Mais non, on a vraiment... Et même vraiment les profils qu'on a eus, c'était très inattendu pour moi. On a eu tout type de profils, déjà des professionnels qui sont sur le marché du travail, on a des jeunes qui viennent tout juste d'avoir leur baccalauréat. Vraiment, c'était très varié et j'en demandais pas mieux. C'était ce que je voulais, c'est vraiment cette variété, cette diversité. Et j'ai été très émue aussi, parce que ça veut dire que c'est un sujet qui parle aux gens, qui parle aux jeunes. Et très émue dans les deux sens, très positif mais très négatif aussi, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Et du coup, vous avez fait des entretiens ou... Oui, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a shortlisté, des candidatures, et après on les a contactés pour leur faire passer des entretiens. Et au lieu d'avoir 4 personnes, on a 13 personnes. Ok. Voilà. On a shortlisté une vingtaine de personnes et on a retenu 13 personnes. Et on a créé, sur le coup, vraiment, on a créé des pôles, on a créé des postes qu'on ne pensait vraiment pas créer maintenant. Mais on s'est dit que c'était vraiment des profils à mobiliser. C'est vraiment des capacités à mobiliser, que c'était vraiment pas... C'était vraiment pas malin de notre part si on laissait passer, ça, ces personnes-là. Donc, ce qu'on a fait après, c'est la création d'une communauté. Parce qu'on a eu une trentaine de candidatures, ça veut dire qu'il y a au moins une trentaine de personnes qui veulent agir. Comme on a dit au tout début, ils veulent agir, ils savent pas comment faire, donc ils rejoignent une association pour agir. Et pour nous, ça vraiment aussi, c'est vraiment une énergie qu'on veut pour l'association, qu'on veut pour faire changer les choses. Donc c'est notre 3e étape. Donc trouver le concept, essayer vraiment de cadrer nos idées, recruter une équipe sur place, puis créer une communauté. Et donc on a créé la communauté par la suite. Et c'est une communauté sur Facebook, hein, c'est vraiment pour essayer de les inclure le plus possible par rapport à l'association. Je reviens à l'équipe opérationnelle maintenant. L'équipe opérationnelle, du coup, va piloter le projet pour nous sur place. Nous, on pilote à distance, mais c'est eux qui vont mettre en œuvre toutes les activités. Et surtout, ça va nous aider, ça nous aide déjà énormément à Étienne et moi à nourrir notre réflexion sur le sujet. Parce qu'on collabore avec des personnes qui sont déjà sur le marché du travail, qui ont beaucoup d'expérience. Et même nous, on se sentait un peu timide de faire passer des entretiens à des personnes qui sont déjà très qualifiées. Donc, c'est le genre de choses que tu apprends vraiment sur le tas, à gérer ce genre de sentiments, tu vois, par exemple, c'est pas un sentiment d'infériorité, mais vraiment j'ai pas le mot. tu as peur des fois de poser des questions, d'essayer d'être directive, mais pourtant il le faut. Et je pense aussi que il faut vraiment du cran pour pas forcément pour créer une association, mais pour tout dans la vie. Il faut vraiment du cran, ne pas avoir peur de défoncer des portes et d'entrer, de dire ce que tu as à dire. C'est ce que j'ai fait. En gros, on a notre équipe opérationnelle maintenant. On a notre premier projet. Je sais pas quand est-ce que ça sort, mais je vais pas encore en parler. D'accord. Parce que j'allais y venir justement sur ce futur projet.
Ok. Mais je sais pas si tu as Ouais. envie d'en parler. On a juste un premier événement qu'on prépare. Ok. Et c'est un événement en partenariat avec une entreprise Ok. qui est mentorée aussi. Donc déjà, ça rejoint... il y a des thématiques qui se rejoignent entre nous, l'entreprise, l'événement qu'on prépare avec eux. Et même la façon dont j'ai pu... enfin, qu'on a pu avoir cette opportunité-là, c'est toute une histoire. On peut en faire un autre épisode. Mais, mais voilà. Ok. C'est ça, c'est vraiment aussi savoir saisir les opportunités. Mhm. C'était pas prévu, c'était vraiment un événement qui ne s'est vraiment pas inscrit dans notre planning Mhm. parce qu'on voulait d'abord vraiment retravailler le document de projet avec l'équipe, essayer de voir comment on peut améliorer certains points où moi et Tine on avait eu des blocages. Mhm. Donc on voulait vraiment faire ce gros travail de fond d'abord avant de faire de faire des partenariats ou quoi que ce soit. Mais comme quoi, c'est des opportunités. Et, Trop bien. oui, et C'est top. on verra après quoi faire par la suite. Mais c'est ça, le but aussi de l'association, c'est d'agir, c'est de Mhm. répondre à une problématique. Donc on Mhm. fonce. Voilà. C'est trop bien parce que du coup vous avez su gérer un peu aussi le mini buzz, parce que c'est un mini buzz en soi, Oui. 30 candidatures, c'est un mini buzz et vous avez su rebondir derrière, et ça c'est Mais, cool. j'ai oublié de le dire, mais vraiment pendant les entretiens qu'on a fait passer, c'était le même discours qui revenait, comme quoi c'est un sujet Mhm. nécessaire à Madagascar, l'employabilité des jeunes. Parce qu'actuellement, j'ai lu un article sur ça d'ailleurs, en gros, les jeunes ne sont pas employables à Madagascar. Ils sont pas outillés pour. Mhm. Et pour moi, quand j'ai lu cet article, j'étais dégoûtée. J'ai dit, c'est quoi ça? Mais ils ont pas outillé, c'est-à-dire. Ils n'ont pas. Bon, alors, déjà, il y a une incohérence, comme j'ai dit au début, il y a une incohérence entre la formation qu'ils choisissent et les besoins du marché à Madagascar. Ok. Donc, ils font des études, mais après, ils vont pas travailler dans le domaine Ok. de leurs études. Mhm. Quand ils arrivent sur le marché, ils sont pas capables de faire ce qu'on leur Exactement. demande de faire. Exactement, Parce qu'ils n'ont pas été formés. Exactement. D'accord. Donc, il y a cette incohérence Ouais, c'est entre les compétences qu'ils ont acquises pendant leur formation Mhm. et les besoins du marché à Madagascar. Puis, après, il y a, comme je t'ai dit, un manque d'accompagnement. Mhm. Parce que, ok, il y a un problème. Mhm. Ils ont pas les compétences pour. Qu'est-ce qu'ils doivent faire après? Mais les formations professionnelles qui existent à Madagascar aussi ne sont pas toutes conformes à ce que le marché recherche et ne sont pas aussi accessibles en tout cas à la grande majorité des jeunes à Madagascar. Donc c'est vraiment ça. Il y a aussi un manque d'accompagnement et un manque d'information. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand les jeunes ils nous demandent des questions sur comment on a fait ci, comment on a fait ça, on s'est dit mais pourquoi tu tapes pas sur internet? Donc c'est ça, il n'y a pas de plateforme dédiée pour informer ces jeunes-là. Mhm. Et c'est aussi un des programmes qu'on souhaiterait mettre en place, c'est vraiment créer une plateforme pour qu'ils puissent se ressourcer, pour qu'ils puissent trouver des informations qui peuvent les aider pour le choix de leur formation, pour en tout cas, c'est encore, comme j'ai dit au tout début, c'est encore un chantier. Mhm. Comment dire, les idées sont encore en train de sortir petit à D'émerger, petit. ouais. Mhm. Mais en tout cas, c'est un de nos projets. Ok, bah top, en tout cas c'est beau ce que vous faites, c'est trop trop bien. Et on invite tout le monde du coup à s'abonner un max sur Facebook et Oui. Instagram. Enfin, non seulement au-delà de s'abonner, vraiment de nous suivre sur les réseaux, vous pouvez également agir. Si vous êtes professionnel, vous pouvez être mentor.
Si tu es jeune et que si tu penses que c'est une problématique qui te parle, bah, tu peux nous approcher. Euh, on a peut-être de quoi t'aider. Donc, si vous êtes une entreprise, bah, soyons partenaires, essayons de voir comment justement améliorer l'insertion professionnelle de nos jeunes. Il y a énormément de choses à faire. Vous n'êtes pas obligé d'intégrer l'association, mais vous pouvez tout autant agir pour améliorer vraiment la situation. Ok, bah top. Le message est passé en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour ceux qui veulent créer peut-être une association aujourd'hui, les procédures à suivre, comment créer une association? Tu l'as expliqué un petit peu, en tout cas la mise en place, mais au niveau administratif par exemple. Alors, au niveau administratif, alors, pour Fintan, par exemple, c'était une association qui était basée à Madagascar. Donc, on a fait les procédures malgaches. Pour être honnête, je ne me rappelle plus de ce qu'on a fait. Ouais. C'était très... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Puis, Titanour, c'est une association basée en France. Donc, on a fait les procédures en France. Et pour être honnête, c'était quelqu'un d'autre qui s'en est chargé. Moi, j'étais vraiment... Mais c'est très compliqué. On s'est vraiment dispatché. Ouais. La personne s'est chargée vraiment de tout ce qui était côté administratif. Moi, je me suis vraiment chargée du concept. Ok. J'ai développé le concept, j'ai vraiment essayé de travailler dessus. Et Tine, du coup, elle s'est vraiment chargée de tout ce qui est partenariat, de tout ce qui est... appel à projet. On essaie vraiment déjà de répondre à des appels à projet pour voir si... Parce que ça nous... Mine de rien, on a répondu à ces appels à projet, mais ils ont énormément de feedback aussi qui nous aident énormément. Donc, comme quoi, il ne faut pas avoir peur de... Oui, ils vont peut-être refuser, mais en tout cas, c'est les échos par la suite, c'est très important pour avancer. Oui, du coup, je disais, moi, ce que je sais, c'est que il faut un statut. Il faut un statut, il faut un règlement intérieur, il faut un PV, puis après, il faut approcher plusieurs structures. Et là, j'ai complètement décroché parce que c'est plus moi qui m'en suis chargée. Mais il y avait... J'espère que tu auras l'occasion de venir en parler. Oui, totalement. Ce serait top. Oui, totalement. Je suis sûre qu'elle a énormément de choses à partager aussi. Moi, c'était vraiment sur le concept que j'ai travaillé. Donc, si vous voulez des conseils pour le concept, moi, j'ai beaucoup plus travaillé sur ça. Mais voilà. Donc, après, ton association est publiée dans le journal officiel. Et tu as un document qui atteste que ton association est créée. C'est ce qui est officialisé. C'est officialisé. Puis après, nous, on a eu la chance d'être accompagnés par la maison des initiatives étudiantes, la MIE. Et ça, je crois que ça nous a énormément aidé parce qu'ils nous ont guidés, on est domiciliés chez eux. Enfin, je ne vais pas commencer à parler de la MIE, mais en tout cas, c'est le genre de structure qui manque à Madagascar. Parce que ça nous a beaucoup aidé. C'est vraiment là où... Par exemple, on a fait une vidéo pour lancer Titanour. C'est eux qui nous ont prêté le studio pour faire le tournage. Et c'est complètement gratuit. Donc, ils nous mettent des matériaux à disposition. Et voilà. Ils nous donnent des formations aussi. Ils nous proposent, pas nous donnent. Ils nous proposent des formations, ils nous proposent des accompagnements, énormément de choses. Donc voilà. Ok, top. Mais du coup, tu nous as un peu raconté les difficultés que tu as pu rencontrer, mais et les plus belles réussites alors? Les plus belles réussites, en fait, c'est vraiment un ensemble de petites réussites. Parce que là, je ne saurais pas te dire, il y a eu un événement précis ou une réussite précise, mais c'est vraiment des petites réussites. Pour moi, par exemple, avoir suscité une 30aine de candidatures, c'est une réussite. Avoir pu organiser, avoir pu acter un partenariat avec l'entreprise dès le début de notre aventure, c'est une réussite. Là, je parle de Titanour, mais il y a énormément de petites choses. Et ça, je pense que
c'est aussi une leçon que j'ai apprise quand j'ai dans toute cette épopée associative. C'est qu'il faut se réjouir des petites choses, il faut se réjouir des petites réussites parce qu'il n'y en aura pas beaucoup déjà. Donc c'est ça. C'est vraiment un ensemble de petits trucs qui te font du bien, qui te disent que tu es sur la bonne voie, que tu n'as pas investi autant de temps et d'énergie pour rien. Et c'est surtout ça. C'est quand, par exemple, on a fait un webinaire de formation la semaine dernière pour l'équipe opérationnelle. Et après, on a eu des retours de l'équipe qui en gros disaient que c'était une très belle formation, que les intervenantes étaient très bien choisies. C'est déjà une belle réussite pour moi. Okay. Donc c'est des petites actions qui mènent à des belles en fait, pour moi, une réussite, c'est des moments qui te prouvent que tu ne fais pas ça en vain. Surtout. C'est pas des grandes choses qui sur le coup enfin c'est pas des grandes choses forcément, mais c'est vraiment des petits moments qui te disent que vas-y, continue, t'es sur la bonne voie, trop bien. Voilà. J'avais une question aussi par rapport au fait est-ce qu'aujourd'hui tu conseillerais de créer une association ou plus de participer à des associations parce que c'est souvent tu sais, aujourd'hui à Madagascar il y a beaucoup d'associations. Est-ce qu'en créer une nouvelle permet de faire avancer des choses ou plutôt de participer à des associations existantes? Ok. Comme je t'ai dit, pour créer une association, tu dois faire un benchmarking de tout ce qui se fait déjà dans le sujet que tu aimerais, par rapport à la cause que tu aimerais porter. Moi, je vais être très, subjective par rapport à ça. Mais je pense que si ton objectif est vraiment d'agir, tu devrais d'abord, dans un premier temps, chercher une association qui partage les mêmes idées que toi, les mêmes valeurs que toi. Je pense que c'est un apport important pour l'association et pour toi aussi. C'est quelque chose qui pourra t'édifier dans la cause que tu aimerais porter. Après, créer une association, comme je l'ai dit, c'est vraiment un investissement. Un investissement en temps, en énergie, en moyens financiers, tout ça, c'est vraiment un investissement. Donc si on n'est pas prêt pour cet investissement-là, moi je ne conseillerais pas de créer une association parce que le risque justement, c'est qu'on crée une association qui va disparaître dans X temps. Ouais. Et c'est pas le but, c'est pas le but d'avoir une association fantôme qui agit une fois tous les 4 ans. Mais c'est ça, c'est vraiment un investissement. Donc sur le long terme, si tu es convaincu de la cause que tu aimerais porter, pourquoi pas créer ton association. Comme ça, tu es sûr vraiment de cadrer tes réflexions, de cadrer les activités que tu aimerais mener, de sensibiliser les personnes que tu aimerais sensibiliser aussi, de transmettre le message que tu as envie de transmettre en soi. Mais c'est tout à fait possible aussi pour toi d'agir autant en intégrant une association. D'accord. Voilà. Top, merci beaucoup. Pour finir, et c'est un peu le truc qu'on fait souvent ici, c'est est-ce que tu as des contenus à partager, soit YouTube, podcast, musique, toutes sortes de contenus que tu aimerais partager aux gens? J'ai vu ça dans ta question, mais j'ai pas réfléchi. Ah, si. Moi, j'écoute énormément de podcasts, notamment InPower Podcast. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un podcast de Louise Aubéry qui fait un gros travail de déconstruction sur la société. Et en plus, elle crée du contenu qui ne te culpabilise pas, mais qui te fait réfléchir. Okay. Donc si j'ai un contenu à conseiller, vraiment InPower Podcast, hyper édifiant. Et elle crée aussi des vidéos YouTube
qui s'appelle My Better Self sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez aussi, non? Pas du tout. C'est en anglais ou c'est en français? C'est en français. D'accord. C'est une créatrice de contenu française qui était à Sciences Po. Enfin, peut-être c'est pour ça que je l'ai suivie, parce qu'elle était aussi à Sciences Po et c'est elle qui m'a fait connaître Sciences Po. Mais au-delà de ça, elle crée vraiment des contenus très bien réfléchis, très bien cadrés, qui nourrit vraiment des réflexions. Il y a également un créateur de contenu que je suis sur Instagram qui s'appelle Jules. Attends, il s'appelle quoi? Jules comme César. C'est un peu bizarre, mais en gros, pour les amateurs de livres, il fait enfin, c'est incroyable. Son compte est incroyable. Il partage énormément de lectures. Il tisse vraiment sur plein de livres qui viennent de sortir. Et quand même, ça te permet déjà d'orienter tes prochaines lectures. Et ça, moi, ça m'aide énormément parce que il m'arrive parfois d'avoir 50 livres que je ne lis pas parce que ça a l'air intéressant le résumé, mais au final, je relis les mêmes livres toujours et encore et toujours. Donc lui, il te guide vraiment sur les lectures que tu aimerais peut-être. Ok, bah on mettra les liens en description. Et puis on a vu. Je sais pas si vous attendez aussi des contenus malgaches, j'en ai pas. Non, pas de souci. Bah, on invite tout le monde à suivre Tanour du coup sur les réseaux sociaux. Pas de souci là-dessus. Est-ce que tu aurais un message à passer pour les jeunes aujourd'hui, pour les jeunes qui veulent peut-être créer des associations ou qui veulent tout simplement agir à leur échelle? J'en ai peut-être deux. J'ai peut-être deux messages à transmettre. C'est vraiment par rapport au fait de prendre des initiatives. Nous, dans notre génération, je pense déjà qu'on est une génération de jeunes qui se réveillent enfin et qui essaient vraiment d'agir dans énormément de domaines. Donc vraiment pour celles et ceux qui veulent agir mais qui ne le fait pas, ne soyez pas cette génération attendiste. Prenez des initiatives, n'ayez pas peur de commencer, parce que je pense que c'est surtout ça. C'est la peur du début, de ne pas savoir quoi faire. Vous allez apprendre au fur et à mesure, vous allez rencontrer des gens qui vont énormément vous apporter. Donc commencez. Il faut juste commencer. Ça, c'est pas forcément dans le domaine associatif, mais dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, il faut commencer. Il ne faut pas se dire oui, je le ferai un de ces quatre. Vous voulez créer une association, commencez à vous renseigner. C'est déjà prendre des initiatives, de commencer à se renseigner. Vous voulez créer un podcast, essayez déjà de voir, d'essayer sur votre téléphone et vos écouteurs pour voir ce que ça donne. Essayez vraiment de commencer. Vous savez peut-être pas comment le faire au tout début, mais commencez. Et le deuxième message, c'est que j'en ai trois finalement. Parce que le deuxième message, c'est surtout par rapport, comme j'ai dit tout à l'heure, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Le monde bouge constamment, les difficultés, il y en aura énormément. Donc ne soyez pas trop dur, ne soyez pas critique avec vous-même. Des fois, vous êtes face à des situations que vous ne contrôlez pas et vous vous en prenez à vous-même. Non, célébrez les petites réussites et essayez d'apprendre justement des difficultés que vous rencontrez. Et troisième message, n'abandonnez pas. Contournez les difficultés ou essayez vraiment de vous asseoir avec les difficultés, de voir comment le résoudre au lieu d'abandonner. Il y a toujours des alternatives, il y a toujours des moyens d'arriver à vos fins, mais n'abandonnez pas. Soyez toujours résilient, soyez toujours ferme dans ce que vous croyez. Donc ne perdez pas l'essentiel de vue. Si vous avez une cause qui vous tient à cœur, portez-le jusqu'à la fin. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, réalisez-le jusqu'à ce que ça se fasse. Là, je parle par exemple pour mon expérience personnelle. Pour moi, c'est vraiment très important pour moi d'être une actrice du changement, de ne pas juste être comment dire,
Être passive. Oui. D'être une figurante. En gros, pour moi, c'est d'être une actrice du changement. Pour moi, qui me motive dans mes études, qui me motive dans ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, c'est par mon association que j'arrive à agir, que j'arrive à toucher d'autres personnes et à les rallier à une cause commune. Et je me donne tous les moyens pour essayer vraiment de maintenir cette conviction-là, d'être actrice du changement, de pouvoir aussi rendre d'autres personnes acteurs ou actrices du changement. Donc si vous voulez aussi, si vous avez un projet, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, bah, foncez. Foncez. Voilà. Au top. Non, c'était très clair, c'était même très très bien. Merci beaucoup en tout cas pour le message. Je pense que le message est très très bien passé. Et du coup, bah, on invite tout le monde à commenter, à s'abonner évidemment, à liker si vous avez apprécié le passage de Steph ici. Merci beaucoup d'être venu, vraiment, c'était super de t'écouter. Oui. Merci à toi, et merci pour du coup, toute l'organisation. J'imagine que c'est pas facile. Merci beaucoup en tout cas. Et puis du coup en commentaire, hein, si vous voulez d'autres personnes aussi que vous voulez qu'on invite ici, bah, mettez-le aussi en commentaire avec grand plaisir. Allez, ciao! Ciao!